La révolution des véhicules électriques, eh bien, on pense tout de suite aux batteries, n'est-ce pas? Mais figurez-vous que la vraie bataille, elle se joue ailleurs. C'est un combat invisible, beaucoup plus fondamental, qui se déroule au cœur même du métal de nos voitures. Et c'est justement là que se cache la clé pour plus d'autonomie et plus de sécurité. Alors, la question est assez simple, au fond. Comment est-ce qu'on peut rendre un véhicule électrique plus léger pour qu'il aille plus loin, mais sans le transformer en une sorte de coquille de noix super fragile? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un matériau qu'on pensait tous connaître par cœur. C'est l'acier, tout simplement. Mais attention, pas n'importe lequel. On parle ici d'un acier nouvelle génération qui a été complètement repensé au niveau moléculaire. C'est vraiment le héros méconnu de cette révolution électrique et on va voir ensemble pourquoi. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Vous voyez, la transition vers les voitures électriques, ce n'est pas juste une histoire de batterie, pas du tout. C'est aussi et surtout une véritable révolution dans la science des matériaux. Et le mot d'ordre, le concept clé, c'est l'allègement. Et pour bien comprendre l'ampleur du défi, regardez un peu ces chiffres, c'est assez fou. Un véhicule 100% électrique, ça peut contenir jusqu'à 3 fois plus de cuivre qu'une voiture thermique classique. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Toute cette nouvelle technologie, eh bien, ça ajoute du poids. Un poids énorme qu'il faut absolument compenser. Le point crucial, c'est donc ça, l'allègement. C'est vraiment le nerf de la guerre. Parce que c'est simple, chaque kilo qu'on arrive à enlever, ça se traduit directement par des kilomètres d'autonomie en plus. C'est devenu l'obsession numéro 1 de tous les constructeurs automobiles aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient la solution qui est en train de tout changer. Des aciers avancés, à très haute résistance. Ils sont tellement plus solides qu'on peut utiliser des feuilles de métal, des tôles beaucoup plus fines. Et donc, on réduit la masse globale. Le problème? Eh bien, ces super matériaux sont un véritable cauchemar à travailler. Alors maintenant, on arrive vraiment au cœur du problème technique. On pourrait dire que ce nouvel acier, il est un peu têtu. Il se rebelle, il n'en fait qu'à sa tête. Les ingénieurs, eux, ils ont un nom pour ça. Ils appellent ce phénomène le retour élastique ou spring back en anglais. Et là, on voit parfaitement le casse-tête que ça représente. D'un côté, on a la pièce parfaite, celle qui a été conçue sur ordinateur, et de l'autre, on a ce qui sort réellement de la presse, une pièce qui est légèrement déformée, qui ne correspond plus au design, et ça veut dire qu'elle ne s'assemblera pas correctement avec le reste de la voiture. Et pour que ça ne reste pas juste une idée abstraite, tenez-vous bien, voici un chiffre concret qui vient d'une étude de cas d'ArcelorMittal. 43 mm. 43! C'est l'écart, la déformation, mesurée sur une seule pièce complexe. À l'échelle de l'industrie automobile, c'est juste énorme. C'est un défaut de fabrication rédhibitoire. Alors scientifiquement, qu'est-ce que c'est que ce fameux retour élastique? C'est assez simple à comprendre. Quand on emboutit la tôle, on la déforme de manière permanente, d'accord? Mais en même temps, on accumule de l'énergie élastique à l'intérieur. Imaginez un ressort qu'on tend à fond. Dès qu'on relâche la pression de la presse, cette énergie se libère et hop, la pièce revient un tout petit peu en arrière. Et c'est là qu'est tout le paradoxe de l'histoire. C'est un comble en fait. Les propriétés mêmes qui rendent ces aciers géniaux, leur incroyable résistance et le fait qu'on puisse les utiliser en couches très fines, eh bien ce sont précisément ces propriétés qui aggravent le problème du retour élastique. En gros, plus le métal est performant, plus il est têtu. Alors comment les ingénieurs s'y prennent-ils pour dompter ce matériau si récalcitrant? Eh bien la réponse est géniale. Ils ne le combattent pas frontalement, ils utilisent la ruse. ArcelorMittal, par exemple, a mis au point une méthodologie super rigoureuse, en 5 étapes, pour anticiper et maîtriser ce phénomène. Alors, regardons ça de plus près. Tout commence par la simulation numérique. C'est l'étape 1 pour être sûr que la pièce ne va pas se déchirer. Ensuite, étape 2, on analyse pour trouver exactement d'où vient le problème. Étape 3, on renforce la pièce de manière stratégique. Mais l'étape 4, là, c'est le coup de génie. On fabrique un outil, un moule, qui est volontairement faux. Il est conçu pour plier le métal un peu trop, en anticipant comment il va se déformer. Comme ça, quand le métal revient, il atterrit pile poil sur la forme parfaite. C'est brillant. Et enfin, l'étape 5, on s'assure que ce petit tour de magie fonctionne à chaque fois, à l'échelle industrielle. Et le résultat de tout ça, eh bien, c'est une véritable victoire de l'ingénierie. Le retour élastique n'est plus vu comme un problème insurmontable, mais comme une variable qu'on peut calculer et contrôler. On a transformé un ennemi en allié. Et ça ouvre la voie à la production en série de ces pièces ultra légères et super complexes. Mais attention, cette méthode d'ingénieur, aussi brillante soit-elle, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour en arriver là, il a fallu des décennies, je dis bien des décennies de recherche scientifique fondamentale. Tout ça pour créer des modèles numériques capables de prédire avec une précision folle comment le métal va se comporter. Avant, la méthode était, disons, un peu bourrin. On faisait des centaines de tests physiques, un par un, c'était long, c'était cher, bref. Aujourd'hui, on est passé à ce qu'on appelle le testing 2.0.
L'idée est beaucoup plus intelligente, on fait seulement quelques tests, mais des tests très très riches en informations. Et ces données, on les utilise pour nourrir un modèle de simulation numérique qui devient si puissant qu'il peut prédire le comportement du matériau dans n'importe quelle situation sans avoir à tout tester physiquement. Et ces modèles, ils doivent prendre en compte des phénomènes qui sont d'une complexité folle et souvent complètement contre-intuitifs. Par exemple, un morceau de métal n'a pas les mêmes propriétés dans toutes les directions, ou qu'il ne réagit pas pareil si on tire dessus ou si on le compresse. Il peut même, c'est dingue, s'adoucir, c'est-à-dire perdre un peu de sa résistance après avoir été plié et déplié plusieurs fois. Et juste pour qu'on se rende bien compte de l'effort monumental que ça représente, écoutez cette citation de Frédéric Barla, qui est l'un des plus grands scientifiques du domaine. Il dit « Il nous a fallu environ 10 ans pour arriver à une formulation qui nous semblait bonne. 10 ans. 10 ans de recherche acharnée juste pour mettre au point une seule de ces équations mathématiques complexes. C'est un travail de titan. » Ok, on a parlé de physique, de maths, mais concrètement, pourquoi est-ce que tout ça est si important? C'est maintenant qu'on va faire le lien entre cette science ultra pointue et les bénéfices très concrets dans notre vie de tous les jours. C'est une chaîne de cause à effet et elle est hyper logique, vous allez voir. Tout part de la science fondamentale qui permet de créer des modèles prédictifs. Grâce à ces modèles, les ingénieurs peuvent mettre au point des procédés de fabrication ultra précis. Grâce à cette précision, on peut enfin utiliser ces nouveaux matériaux super performants. Et grâce à ces matériaux, on peut construire la prochaine génération de véhicules électriques plus efficaces et plus sûrs. Et les bénéfices au final, ils sont énormes et sur plusieurs plans. D'abord, des véhicules plus légers. Et donc, qui dit plus léger dit plus d'autonomie. Ensuite, une sécurité bien meilleure, parce que ces aciers sont incroyablement résistants en cas de choc. Et il y a même un bénéfice écologique et économique. Moins de gaspillage industriel, parce que grâce à cette précision, on jette beaucoup moins de pièces ratées. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette obsession de la précision, elle ne se limite pas du tout à l'acier. Des entreprises comme Axon Mechatronics, par exemple, sont confrontées exactement aux mêmes défis, mais avec des composants critiques en cuivre pour l'électronique de puissance. Là aussi, la précision est absolument vitale. C'est vraiment un thème universel dans la fabrication des véhicules d'aujourd'hui. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. L'acier, ça nous paraît être un matériau banal, simple, et pourtant, on vient de voir qu'en son cœur se cache une science d'une complexité incroyable. Une science qui est en train d'accélérer la transition énergétique mondiale. Alors la prochaine fois qu'on croisera une voiture électrique dans la rue, on pourra se souvenir que son efficacité, son autonomie, ça ne dépend pas que de sa batterie. Ça dépend aussi de toute cette science cachée dans son squelette de métal. Et ça pousse à se demander, quelle sera la prochaine science invisible qui demain va changer notre quotidien ?